Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes toujours le lundi 21 novembre 2022 et avant de commencer ce travail de digression à partir de cet ouvrage d'Albert Camus, Le mythe de Sisyphe, euh, je, je veux je tiens à signaler deux choses. Alors déjà, si vous pensez que les opinions et les concepts qui sont exprimés sur la mécanique universelle et donc sur également le YouTube de la mécanique universelle, mon site et donc le YouTube qui va avec, méritent d'aller vers un peu plus de visibilité, je vous propose de les soutenir avec des pouces et voilà, vous abonner, c'est une manière d'augmenter un peu la visibilité de ces propos. Voilà, mais il faut que ça soit que vous pensiez qu'ils ont une importance dans cette humanité. Voilà. Et l'autre chose que j'ai à dire, c'est que cette façon de penser, même si elle est, je pense, originale, parfois elle est mal fondée. Philosophiquement, je ne suis pas très... voilà, je ne suis pas un philosophe de métier, je ne maîtrise pas la technique philosophique, ni les... par exemple, là, sur Albert Camus, j'ai pas lu son œuvre, il faudrait avoir lu son œuvre pour ne pas faire d'erreur. Mon propos n'est pas là, il est en fait de développer la théorie que je défends sur la mécanique universelle, qui est que l'humanité est destinée, selon moi, à atteindre son ultime perfection, une perfection spirituelle. Donc ça s'oppose en fait aux concepts tels que je les ai, tels que j'ai cru les comprendre dans le mythe de Sisyphe, où on dirait qu'Albert Camus propose de penser que le monde est absurde pour pouvoir y trouver sa liberté individuelle et pouvoir voilà, la hisser au maximum de ses possibilités. Alors, bon, ben, je vous renvoie aux 20, il y a déjà 22 vidéos qui ont été faites sur cet ouvrage. C'est à voir. Donc, c'est simplement pour les étudiants, je vous encourage d'aller vérifier tous ces propos avant d'en faire quelque chose pour votre travail. Voilà, d'aller les confronter un petit peu à ce qui est dit sur Internet ou ailleurs, ou sur les bouquins, par exemple, à propos du mythe de Sisyphe. Il y a beaucoup de vidéos qui sont en ligne et qui donnent d'autres aspects de cette réflexion. Ma réflexion, elle est différente et c'est pas, elle est même très contestataire, elle est critique, très critique, mais il faut toujours penser aussi que même si je critique la façon de penser d'Albert Camus à ce niveau-là et ce qu'elle cherche à diffuser, euh, j'ai un immense respect pour son travail et voilà, je sais à quel point il est important pour l'évolution de l'humanité. Et voilà, donc il y a derrière cet esprit critique, il y a du respect et de l'affection pour l'homme, pour ce qu'il est, et pour ce qu'il a apporté à l'humanité, bien entendu. Voilà. Donc, eh bien, je vais un petit peu continuer ma lecture. J'ai été arrivé à la philosophie et roman, à la page 130, dans c'est ce chapitre. Et voilà comment pro, je propose les choses. Je les lis, je les découvre en même temps. Et puis je les lis un peu, voilà, de façon éparse. Je lis ce qui me semble intéressant et à partir de là, je commente et c'est toujours en lien avec
cette théorie qu'on pourrait dire téléologique, qui pense que l'humanité a un sens, une destinée, et donc qui s'oppose à l'idée que la vie est absurde, que le monde est absurde, etc. Donc pour moi, il y a du divin, peu importe ce qu'on met derrière ce mot, à l'origine de la création de l'univers, et dans cet univers, il y a du divin, inapparent, invisible, tout ce qu'on veut, euh, et l'humanité est destinée à aller vers la rencontre avec ce divin, la fusion avec ce divin, à travers l'extase. Voilà, vous savez tout. Donc, je commence ma lecture et je lis. Décrire telle est la dernière ambition d'une pensée absurde. Donc, il parle aussi de l'idée du roman. Donc, décrire telle est la dernière ambition d'une pensée absurde. Mais alors, voilà, c'est là où, par exemple, je m'élève contre l'idée d'un monde qui serait absurde. S'il était absurde, réellement, clairement, mais ce n'est pas exactement ce que veut dire, je pense, euh, Albert Camus. Mais s'il était absurde, il n'y a pas de raison de décrire, à travers des romans, le monde, la vie, la nature, l'humanité, etc., pour ses frères humains, pour aider l'humanité à quelque chose, s'il n'y a pas de sens. Mais bon, voilà, on continue. La science, elle aussi, arrivée au terme de ses paradoxes, cesse de proposer et s'arrête à contempler et dessiner le paysage toujours vierge des phénomènes. Voilà. Ben oui, donc il le dit, la science, arrivée au terme de ses paradoxes, cesse de proposer et s'arrête à contempler. Voilà, on en arrive, la science, elle arrive à, à des limites où elle commence à entrevoir l'idée qu'il y a quelque chose de différent derrière cette matière, derrière la matérialité. Et par exemple, la physique, elle avance au cœur de l'atome, au cœur des particules élémentaires, le quarks, etc. C'est ce qu'elle est en train de faire, par exemple, dans les accélérateurs de particules. Elle projette des atomes ou des électrons pour essayer de voir de quoi est constituée la plus infime partie de la matière. Et elle se rend compte que le plus infime est irréel, n'est plus matériel. Elle passe à un autre degré, la matière. Donc cette matière qu'on voit sous nos yeux, voilà, en dur, là, cette maison, la barrière, la table, le fauteuil, etc., tout ça, c'est constitué d'éléments qui sont finalement immatériels. Et au final, la physique, actuellement, commence à donner d'autres descriptions, d'autres qualificatifs à cette matière. Elle a des odeurs, elle a des couleurs, elle a des... Voilà, elle devient quasiment poétique, quasiment spirituelle en réalité. Et c'est là où, voilà, le travail contre la matérialité, ma réflexion qui s'oppose à la matérialité brute, ne veut pas dire il faut sortir de cette matérialité, il faut rentrer dans le spirituel et puis s'intéresser qu'à la contemplation, etc., etc. Non. C'est juste le monde matériel occidental qui trace la route avec la laïcité, etc., et qui veut nous dire il faut croire que ce qu'on voit. Le problème, c'est qu'elle veut, elle travaille inconsciemment, sans le vouloir réellement, à essayer d'éliminer le spirituel, la pensée spirituelle, d'éliminer l'idée, ceux qui veulent penser qu'il y a un Dieu. Elle veut les marginaliser, en faire
les écarter de la visibilité, dire à chacun, bon ben voilà, ça vous concerne, c'est pour chez vous, etc. Sauf que si on n'a pas d'instruction là-dessus, il n'y a pas de raison qu'on puisse en tenir compte. Donc simplement, j'aimerais qu'il y ait un partage entre l'enseignement matérialiste, les choses ordinaires de la vie, etc., tout ce que donne le monde, voilà, l'éducation actuellement, scientifique, etc. Et en même temps, l'éducation au spirituel. Pourquoi? Que proposaient ces grandes religions? Pourquoi elles disent qu'effectivement l'humanité a du sens? Pourquoi elles disent que pour elles, et comment elles essaient de démontrer que l'humanité va vers une sorte de perfection? Parce qu'elles le disent, toutes ces grandes religions. Voilà, elles vont appeler ça l'apocalypse, l'arrivée du Mashiach, etc. L'arrivée de Dieu sur le royaume de Dieu qui s'impose, c'est-à-dire le royaume de l'amour, etc. Donc comment ils en sont arrivés à cette conclusion? Mon combat, en somme, c'est de pouvoir rééquilibrer cette chose-là. L'Occident s'est déséquilibré en quittant en quittant cette dimension spirituelle de sa vue. Et d'où l'arrivée dans l'absurde, parce que ça construit un monde d'absurde. Si le monde va mal, c'est parce qu'il ne trouve pas du sens à travers la matérialité. On peut accumuler tout ce qu'on veut, on ne comprendra rien. Par exemple, voilà, Elon Musk, il peut arriver à atteindre des milliards et avoir des entreprises et construire tout un tas de choses, faire un paquet de trucs. Bien sûr qu'il aura agi pour l'humanité, il aura fait des choses très importantes pour l'humanité, mais à travers ce qu'il aura fait, il n'aura pas de clé pour comprendre à quoi ça sert, s'il ne comprend pas qu'il y a du sens. Donc la matière en elle-même, telle qu'elle, elle ne donne pas de sens à l'être humain. Et c'est ça que je veux essayer d'infléchir, en fait. Que mon travail essaye d'infléchir ça. Le travail d'un paquet de gens, hein, c'est pas... C'est tout... voilà... Il y a beaucoup, beaucoup de monde. Et puis, les gens reviennent à cette idée qu'il y a du sens derrière tout ça. Parce que c'est nécessaire pour vivre. Voilà, je continue. Le cœur apprend ainsi que cette émotion qui nous transporte devant les visages du monde ne nous vient pas de sa profondeur, mais de leur diversité. Et voilà, c'est la vision matérialiste. Mais bon, c'est-à-dire que c'est juste ce que je vois, ce qui est divers, qui amène l'émotion de la chose. Parce qu'il n'y a pas d'intériorité possible pour Albert Camus à ce moment-là. Il n'a pas le temps. Il est en action, c'est un homme d'action, il agit. Donc quand on agit, on n'a pas le temps d'aller vers l'intériorité. Ce n'est pas le moment, parce qu'il faut agir, construire et jouir. Et tout ça, ça occupe une journée pleine, totale. Voilà. L'explication est vaine, mais la sensation reste, et avec elle, les appels incessants d'un univers inépuisable en quantité. On comprend ici la place de l'œuvre d'art. Et alors, cette vision qui est corporelle, en fait, hein, ce qui dit c'est la sensation, c'est à travers la sensation. Évidemment que c'est ça, il a raison dans ce sens-là. Même l'extase, la contemplation, c'est la sensation. Donc au final, quand l'humanité va vers sa perfection, la perfection dont je parle, elle est sensuelle, entre guillemets. Elle est, voilà, je ne me souviens plus comment s'appellent ces théories anglaises, le sensualisme, ou bon bref, qui préconisent justement, qui disent que tout est dans la sensation. Et effectivement, c'est
c'est la sensation au final qui est là. Sauf qu'il y a deux types de sensations. Il y a la sensation à partir des pulsions, donc c'est bien la sensation dont parle Albert Camus, c'est-à-dire la sensation quand on reçoit un prix, quand on reçoit des honneurs, on a des sensations. Quand on séduit, on a des sensations. Quand on aime, on a des sensations. Quand on aime une femme, un homme, voilà, peu importe, on a des sensations. Voilà, quand on combat, on a des sensations. Ces sensations-là, c'est les sensations qui vont vers l'ego. C'est l'ego qui réclame ces sensations-là. On est à ce niveau-là. Mais il y a la sensation extatique. Il y a la sensation spirituelle, la sensation de la contemplation, la sensation qui apparaît quand l'ego est anéanti. C'est ce que recherchent les sages hindous, voilà, les sages du bouddhisme, les soufis, voilà, tous ceux qui essayent de faire l'expérience extatique et qui y parviennent, ils recherchent cette sensation-là de contemplation, d'éveil, de nirvana, voilà. Et donc c'est bien deux choses. Alors, il est plus logique et celui qu'il faut écouter finalement, c'est bien Albert Camus, parce qu'on est déjà incarné et on doit construire l'humanité. Et pour construire l'humanité, il faut rester au niveau de l'ego. Il faut donc travailler, il faut que ça soit les pulsions de l'ego qui nous motivent, c'est-à-dire l'ambition, le désir, voilà, la jalousie, toutes ces pulsions, l'amour, mais l'amour, la fraternité, je ne sais pas, tout ce qui anime le combat humain à travers l'ego. Donc là, il a raison, parce qu'on ne peut pas préconiser aux gens et dire ben voilà, l'idéal c'est d'aller chercher la sensation de l'extase. Moi je ne parle pas du tout de ça, je dis l'humanité va vers l'extase, mais c'est quand elle sera aboutie, dans 2, 3, 4 siècles, je ne sais pas, peut-être avant, peut-être après, peut-être dans 1000 ans, dans 10 000 ans ou dans 1000 ans, peu importe. L'humanité c'est son rythme, on travaille à ça tous et on construit cette chose, selon moi. Et donc, évidemment qu'il faut rester à ce niveau-là, dans cette chose. Simplement, je pense que le fait de voir l'absurde, de penser que le monde est absurde, n'a pas... Ça augmente la dimension de liberté, puisqu'on met à distance tout ce qui empêche la liberté totale pour un être humain de s'exprimer, le spirituel, les règles spirituelles, les règles philosophiques, ceux qui nous engagent à vivre comme ça ou pas comme ça, etc. Donc lui, ce qu'il cherche, c'est à mettre à distance ça pour pouvoir jouir de l'existence sans embâge, décomplexé en somme. Et moi, je m'oppose à cette vision-là. Je pense qu'il est nécessaire d'avoir justement une vision, de préserver cette vision complexée pour ne pas maltraiter ses congénères, pour ne pas s'affirmer aux dépens d'autrui, pour pouvoir travailler tout en sachant qu'il y a un sens à nos actions et que notre liberté s'arrête absolument où commence celle des autres, qu'on doit être dans l'empathie, qu'on doit développer toutes ces grandes valeurs, etc., etc. Donc, plutôt les valeurs du saint qui doivent être que de l'ultra-jouissant, quoi, que du libertin, en somme, doivent être données à l'ensemble. Je ne critique pas le libertin, je ne critique pas celui qui veut à tout prix atteindre la toute-puissance. Il est conçu pour ça, mais il ne doit pas être une généralité. Et voilà, ce n'est pas quelque chose qu'on peut répandre à l'ensemble de l'humanité. Et on voit d'ailleurs les ravages que ça fait quand le néolibéralisme, c'est ce qu'il a fait. Dès qu'il s'est mis en place, dans les années 80, sont apparus des Bernard Tapie, des types comme ça, qui sont arrivés en disant vous êtes tous des winners, il faut devenir des winners, voilà, allez,
je vais vous expliquer comment il faut monter dans ce chart du pouvoir, il faut de l'agressivité, etc. Et donc ça a élevé le niveau d'agressivité de l'humanité. Plus on fait de prétendants à la domination et plus on fait d'agressivité en réalité. C'est ça. Et voilà, ça a été le début du néolibéralisme. Les Berlusconi, qui ont commencé à tracer les lignes de cette évolution. Et on a vu arriver dans les médias des gars qui étaient pleins de coques, qui s'agitaient, voilà, qui réveillaient les gens le matin avec des klaxons, qui respectaient plus rien, quoi, qui étaient complètement désinhibés, en somme. Mais désinhibés en plus avec avec un produit, c'est-à-dire qui donnait l'image de l'hyperactivité en étant dopé. C'est un exemple qu'on ne pouvait pas suivre. Personne ne pouvait. Il se montrait en exemple en disant voilà ce que vous pouvez faire, vous pouvez être complètement désinhibé. Tous ces mecs qui ont commencé là dans les années 80, ces jeunes voilà, qui se sont maintenant assagis là, mais qui se mettaient, voilà, qui pensaient, qui cassaient des codes, qui faisaient évoluer l'humanité. En définitive, c'était que des hyper narcissiques, des hyper égocentriques, des hyper égoïstes qui voulaient juste trouver leur place dans un monde, dans ce nouveau monde qui était un monde d'hyperactivité dans les trucs. Et donc, c'est ce qui a fait monter le taux d'agressivité. Ce bruit, ce vacarme, cette ultra-agressivité qu'on voyait dans les médias et qu'on voit encore dans certaines émissions, là, où c'est ce truc qui est ce brouhaha, cette, ces cris, quoi, ce truc qui en fait stimule. Mais c'est la même chose que quand on va dans un supermarché. C'est un principe du système du marché, c'est tout, c'est le marché qui donne ce type de choses pour consommer, etc. Comme quand on va dans un supermarché qui mettent de la musique, des animations, des trucs, du brouhaha, pour empêcher de réfléchir. C'est tout, c'est simple. C'est uniquement ça. Et dans les émissions comme TPMP, toutes ces émissions comme ça, où les grandes gueules, cette agitation qui fait que on ne laisse pas les gens tranquilles et réfléchir derrière, eh ben, elle est faite pour qu'on aille consommer finalement, pour qu'on n'ait pas de réflexion globalement, quoi. Et c'est là où le marché, je, je, je le traite aussi de pervers narcissique, le système du marché. Et pour moi, il en montre tous les symptômes. Quand il fait intervenir des psychologues pour nous faire passer par tel ou tel rayon, il analyse tout notre comportement en mettant des trucs pour nous appâter comme ça, pour nous faire acheter pour violer notre conscience en réalité. Il cherche pas, quand il dit nous les supermarchés, nous tel supermarché, on aime, on vous adore, on aime nos consommateurs, on aime nos clients, etc. Non, il cherche à leur faire vendre des trucs qu'ils n'ont pas forcément besoin. Donc rien que ça, d'avoir cet état d'esprit, ça prouve l'inverse. Le fait de mettre en tout petit le prix au kilo et le prix, en gros, le prix du paquet, c'est une perversion. Et il y a des milliers de perversions comme ça qui sont faites à ce niveau-là. Et la télé actuelle, elle est la télé oligarchique. Hein. J'ai inventé ce mot-là sur, euh, sur Twitter, les oligarcho-médias. Voilà. Et ben, ces oligarcho-médias qui sont les, les enfants du marché, hein, de marchands, les oligarques, voilà, c'est ceux qui vendent du téléphone, c'est ceux qui vendent du truc. Donc, ils ont des contraintes. Leur seul truc, c'est de pouvoir
grossir, vendre. Voilà, ils ne peuvent pas s'intéresser réellement. Ils peuvent pas être dans l'empathie. Leur truc, c'est de grossir, c'est tout. C'est pas, il y a pas l'empathie derrière. Elle y est évidemment l'empathie de plus en plus. On le voit dans les pubs maintenant. On voit de plus en plus de couples mixtes, etc. On voit bien que il y a une évolution. Ils travaillent pour l'humanité aussi, hein, il n'y a pas de problème. Et même les émissions comme TPMP, etc., elles ont, elles font intervenir justement l'empathie. Malheureusement, il y a aussi le pendant, et le pendant, c'est-à-dire le côté impitoyable, le côté qui réfléchit pas, qui peut sortir des trucs sans tenir compte voilà, un criminel, de son passé, de sa vie, de ce qu'il est, etc., qui peuvent arriver à dire il faut lui couper la tête, en gros. Il y a de l'irresponsabilité à bloc d'un côté, et en même temps de l'empathie parfois qui passe. Mais voilà, ça, ça doit être rectifié, quoi. Il y a quelque chose, il va falloir qu'il rectifie ce genre de choses. Bon, je continue parce que je lis pas beaucoup et je, je digresse beaucoup. Donc, je suis désolé, mais je parle très vite et un peu comme ça parce que j'arrive pas à faire des vidéos de moins de 40 minutes, ou très peu, rarement, et je trouve que c'est énorme, quoi, comme truc. Mais j'ai tellement de choses à dire et j'aimerais, voilà. Et comme je ne sais pas bien m'exprimer, je ne suis pas concis, je suis sur l'hémisphère droit à bloc, quoi, hein, sur l'émotionnel total, et donc je n'ai pas une bonne façon je maîtrise pas le langage, je ne sais pas bien m'exprimer, c'est c'est- c'est très difficile pour faire des phrases concises et donc j'ai toujours peur d'arriver très vite à ces 40 minutes là où je commence à être affolé de dire il faut que j'arrête parce que ça va être insoutenable. Ou alors je vais faire une vidéo continue d'une quinzaine de jours par exemple, et, sans arrêt quoi, si j'arrive à tenir. Peut-être c'est ça qu'il faudrait que je fasse. Voilà, et comme ça, les gens, ils débarquent où ils veulent sur cette chose-là. Mais je sais que c'est pas juste et j'aimerais pouvoir parler calmement, prendre mon temps, garder des temps un peu de silence. Voilà, j'aimerais parler comme j'ai vu hier quelque chose à la télévision. C'était c'était super sur Rambobina, une super émission d'ailleurs que j'aime bien. Et c'était Godard et Duras qui parlaient. Et il y avait de ces silences. Et j'ai trouvé ça vraiment génial, la façon de parler comme ça. Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir m'exprimer de cette façon-là. Malheureusement, mon existence ne m'a pas permis de cultiver ce genre de qualité que, qui, qui est extraordinaire quand on écoute les vidéos justement des gens qui parlent qui mettent de la philosophie en ligne, ces profs de philo ou ces philosophes qui font des vidéos sur Internet et qui sont concis, clairs, avec... j'adore, c'est super et j'aimerais pouvoir... J'aurais aimé pouvoir, c'est inaccessible pour moi. Mais bon, voilà, il y a peut-être du sens à ce travail-là, qui est complètement hétéroclite, qui casse les codes de ce qui est donné. Par exemple, Albert Camus, ben, voilà, il n'est pas vu sans doute sous cet angle-là. C'est une icône, etc. Mais ça n'empêche pas qu'il doit rester une icône. Moi, je ne veux pas détruire les icônes. Je n'ai pas du tout cette intention. C'est une icône, il a des... C'est fondamental, etc. Mais en même temps, il y a des choses... On peut être en combat avec lui. Malheureusement, il n'est plus là. Ça aurait été vraiment bien de pouvoir être en combat
avec sa propre vision. Mais et c'est dommage. Bon, bref, je continue. Il n'est donc pas indifférent, pour terminer, de retrouver les principaux thèmes de cet essai dans l'univers magnifique et puéril du créateur. On aurait donc à la fin de cet essai sur le mythe de Sisyphe, mais surtout sur l'absurde, sur l'idée de l'absurde, dans l'univers magnifique et puéril du créateur. Alors, c'est là où qu'il soit enfantin, l'univers du créateur, qu'il soit ce que ma psychologue a dit l'autre fois de moi et qui a été vraiment que j'ai adoré en fait. J'ai compris une chose. Elle m'a dit, mais vous êtes un peu insouciant quand même dans la vie. Vous voyez pas le temps passer. Vous êtes pas. Il y a quelque chose qui était lié un peu à l'insouciance. Et ça m'a parlé en réalité. Mais en même temps, c'est clair qu'il y a l'insouciance, mais il y a le principe un peu de profondeur qui est de l'adulte qui est là, même s'il y a l'enfant absolu dans l'artiste, dans le créateur. Il faut être du côté du... Mais est-ce que c'est puéril le terme? Est-ce que c'est puéril ou est-ce que c'est garder son enfance, mais tout en ayant un sens de la responsabilité de l'évolution, le principe de penser que qu'est-ce qui est bon pour cette humanité, qu'est-ce qu'on doit faire pour cette humanité. Voilà, et c'est un peu ce que je reproche à ces médias, à ces TPNP ou les grandes gueules ou les émissions, les chaînes oligarchiques. C'est que bien souvent, ils disent des choses sans utiliser le principe de responsabilité. Qu'est-ce qui va se passer si je survolte le fait de conspuer quelqu'un qui porte un voile, par exemple? Qu'est-ce qui va se passer si je charge les migrants? Qu'est-ce qui va se passer derrière ça? Est-ce que je suis apte à aller voir? Normalement, le principe de responsabilité ferait qu'il s'interroge sur tout ceux qui sont les influenceurs, qui sont des influenceurs en réalité. Il devrait passer un examen pour influencer. Il devrait y avoir un examen pour qu'il mesure la responsabilité. D'ailleurs, je vais l'écrire. Ça vient de me sauter aux yeux, je vais l'écrire sur Twitter. Il n'y a aucune raison qu'il n'ait pas justement ce principe des responsabilités. Dire qu'est-ce qui se passe, donc avoir l'empathie de pouvoir dire qu'est-ce qui se passe derrière ces migrants, pourquoi ils viennent là. Comprendre ce qui se passe derrière ça. C'est compliqué, bien sûr qu'il y a l'envie de venir du côté de l'Occident, de profiter de ce que l'Occident montre. Mon père, j'ai filmé mon père à la fin de sa vie, il est mort à 101 ans, et un petit peu à la fin de sa vie, je l'ai filmé, je l'ai interrogé, je lui ai demandé pourquoi il venait en France dans les années 20, il traversait avec son père par la frontière... par la montagne, à travers la neige, ils passaient en fraude et ils arrivaient à Nice. Et puis à Nice, ils avaient rendez-vous avec tous les entrepreneurs de France là qui venaient et qui se les dispatchaient. Ils étaient sur une place et ils se les dispatchaient. Est-ce que tu veux venir couper du bois dans les Cévennes? Est-ce que tu veux... Donc mon père, il était monté là-bas. Est-ce que tu veux venir dans les mines de Saint-Étienne? Est-ce que tu veux aller... creuser couvrir le paillon à Nice, mon père il a fait. Est-ce que tu veux aller construire l'usine électrique au-dessus de Nice? Mon père il a fait une année, etc. Et il venait travailler une saison ou un peu plus, et puis après il s'est installé. Donc la France pour lui c'était quelque chose.
Et évidemment, quand en discutant avec lui, il crevait de faim en Italie, c'est clair. Ils étaient obligés de faire des fois 20 bornes avec en vélo pour aller travailler une journée pour gagner de quoi amener un pain à sa famille. C'est hallucinant, quoi. Ils étaient dans une pauvreté. Donc, ils voulaient, comme tout être humain, chercher à améliorer son sort. Mais est-ce que ces mecs qui passent sur ces news, ces réactionnaires-là qui survoltent le racisme, etc., est-ce qu'ils sont pas motivés par les mêmes pulsions, c'est-à-dire d'améliorer leur sort et le sort de leur famille, de gagner plus, etc. C'est exactement ce qui les motive d'aller sur les chaînes euh, de, de touche pas à mon poste et de ces choses-là. C'est pour, au lieu de gagner 1500 balles, c'est pour gagner 5000 balles par mois ou 10 000 balles par mois. Voilà. Donc, et c'est bien pour les mêmes motivations. Et donc, ces Tunisiens, ces Afghans, etc., qui viennent, ils sont motivés par la même chose. Et mon père, quand je lui demandais, il y avait évidemment ça, mais il y avait aussi la curiosité de l'autre. Il voulait connaître, voyager. Un type de 20 ans, il a envie d'en connaître plus. Donc, il y a toutes ces motivations. Il a envie d'aller à la rencontre des autres. Il est curieux du monde, etc. Il voit le monde à la télévision. Un Tunisien, un Algérien, un Marocain. Et pourquoi ils n'auraient pas le droit de quitter leur pays et de voyager comme les Occidentaux le font? Cette injustice, pourquoi ils n'en parlent pas? Donc la complexité, ils ne vont pas la toucher, cette complexité, ces hommes-là, ces êtres humains-là, qui sont euh, impératifs, qui sont sans, qui répandent l'insensibilité dans cette humanité-là. C'est une horreur, quoi, parce que le fait qu'ils soient aussi réactionnaires, aussi primaires dans leur pensée, le fait de dire bah, ce bateau, il a qu'à retourner dans son... voilà, faut le renvoyer là-bas. Cette phrase, elle est ultra facile à dire. C'est rien ça, ces phrases perverses, c'est ultra facile à dire. Et derrière, il faut une heure d'explication pour montrer la complexité de ce qui est motivé derrière, ce que je viens de dire là, par exemple, dans cette motivation. Voilà. Et encore, c'est pas fini. On pourrait en rajouter en faire une analyse qui dure 2 heures, 10 heures de réflexion pour montrer à quel point il y a du sens derrière ces migrants qui arrivent en Occident et ce qu'ils apportent à l'Occident, etc., etc. Et avec une phrase, ils arrivent à engranger, à attirer derrière eux tous les simplistes. Une phrase simpliste, ils arrivent à attirer derrière eux tous les simplistes qui reprennent tous ces trucs en cœur et qui disent ouais voilà il y a un abruti comme ça, il va dire il n'y a pas de truc, et puis derrière on le voit sur les réseaux sociaux, ça reprend exactement ces thèmes sans réflexion, et le mal qu'ils font ils s'en rendent pas compte, c'est pas leur faute, ils ne s'en rendent pas compte, ils sont, pardonnez-leur Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font, mais c'est exactement ça. Donc, permis de parler à la télévision. Ça, c'est quelque chose de majeur à créer. Et donc, je vais penser à ça. Ça sera un de mes combats supplémentaires. Donc, il n'est donc pas indifférent pour terminer de retrouver les principaux thèmes de cet essai dans l'univers magnifique et puéril du créateur. On aurait tort d'y voir un symbole et de croire que l'œuvre d'art puisse être considérée, enfin, comme un refuge à l'absurde. Bien sûr que c'est pas ça. Ça peut être ça à des moments, bien sûr. Elle est elle-même un phénomène absurde, l'œuvre d'art. Et voilà, c'est là où ça va pas. Et il s'agit seulement de sa description. Bien sûr que non, c'est pas un phénomène absurde.
l'œuvre d'art. Elle a du sens, elle s'inscrit dans l'évolution de l'humanité. Elle sert à quelque chose pour l'évolution de l'humanité. Donc l'humanité a du sens, la création a du sens, et il y a un principe créateur. Voilà la finalité. Je suis arrivé à 40 minutes et je suis désolé de vous casser les oreilles comme ça. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à encourager ces vidéos pour, pas moi, mais d'ailleurs il n'y a pas mon nom je crois, mais c'est surtout le travail qui est important là-dedans. À bientôt. Merci.